Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'ancien chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été arrêté et placé en détention. Décision prise par la justice mauritanienne suite au refus de ce dernier de se soumettre à son contrôle judiciaire. L'Afrique du Sud lancée dans la course pour produire les vaccins anti-Covid-19. Le 21 juin, le président Cyril Ramaphosa a annoncé la création du premier centre de transfert de technologie pour les vaccins à ARNM, un grand pas en avant selon l'OMS. Et qui prendra part à la finale de la Ligue des champions de la CAF le 17 juillet prochain. Les Égyptiens d'Al Ali et les Sud-Africains de Kaizer Chiefs ont déjà un pied en finale, mais les pronostics restent serrés. Mais tout d'abord, les États d'Afrique australe s'accordent sur l'envoi de troupes dans le nord-est du Mozambique. Depuis plus de 3 ans, des groupes djihadistes font régner la terreur dans une province de Cabo Delgado, frontalière avec la Tanzanie. La décision a été annoncée ce mercredi à Maputo, à l'issue d'un sommet extraordinaire de la SADC. L'éventuel déploiement de 3000 hommes avait déjà été discuté en mai dernier lors d'un précédent sommet des dirigeants d'Afrique australe. Mais aucune annonce n'avait été faite. Jusqu'à présent, le président mozambicain Filipe Nyusi se montrait réticent à toute aide étrangère, insistant sur la souveraineté du pays indépendant depuis 1975. Mais les attaques djihadistes dans la province de Cabo Delgado se sont intensifiées depuis un an. L'armée mozambicaine mal formée, équipée, s'était jusqu'ici appuyée sur des sociétés militaires privées. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est derrière les barreaux depuis ce mardi 22 juin. Une détention sur décision du juge chargé de l'enquête pour corruption présumée dans laquelle il a été inculpé au mois de mars dernier. Placé en résidence surveillée, l'ancien chef d'État a refusé de continuer à se présenter à la police pour son contrôle judiciaire, comme le stipulaient les clauses de son assignation à résidence. Le point avec Aïssa Toubari. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été arrêté mardi soir à son domicile. Il a été placé en détention par un juge du pôle de lutte anticorruption du parquet de Nouakchott-Ouest, selon ses avocats présents lors de son arrestation. Il dénonce une décision arbitraire de la justice mauritanienne qui n'est autre qu'une manœuvre politique pour déstabiliser leurs clients. C'est une décision qui viole toutes les lois de la procédure pénale. On va montrer que ce n'est qu'une vengeance et que cela n'a aucune base juridique. Les raisons de cette arrestation restent encore méconnues. Mais cette mesure intervient quelques jours après le refus de l'ancien dirigeant de continuer à se présenter à la police, comme le lui imposent les conditions de son placement à résidence surveillée. Il me semble que l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz n'ait pas laissé le choix au gouvernement actuel. Il a défié, on va dire de façon frontale et sans embâche, l'autorité de l'État en ne se rendant pas à ces 2 dernières convocations. Son arrestation était quasiment inéluctable. Sauf que cette arrestation, il faut le reconnaître, intervient à un moment où le pouvoir en place a perdu la guerre de la communication avec le camp de l'ancien président. Ainsi, il fallait reprendre le tempo judiciaire, ce que le pouvoir a fait d'une façon rapide et accélérée. Maintenant, dans un État qui se veut démocratique, vous savez très bien, il est difficile de justifier l'emprisonnement d'un ancien président avant son procès, et cela peut ternir encore une fois l'image de la République islamique de Mauritanie et la gouvernance du président Mohamed Ould El Ghazouani, qui était son ami de 40 ans, son ancien ministre de la Défense aussi. Rappelons que l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz avait été inculpé le 12 mars 2020, en même temps qu'une dizaine de personnalités pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite ou encore dilapidation de biens publics commis pendant les années où il dirigeait le pays entre 2008 et 2019. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, le bilan de l'attaque de Bilba Logo intervenue ce lundi 21 juin dans le centre-nord du pays a grimpé. On fait désormais état de 15 morts au sein de l'équipe de police qui a été visée lors de cette attaque menée par des hommes armés non identifiés. Le bilan a été revu à la hausse après la découverte de 4 corps de policiers portés disparus mardi soir. 7 autres policiers ont été retrouvés sains et saufs. La situation sécuritaire
sanitaire ne cesse de se détériorer. Ce mercredi 23 juin, dans une déclaration, des organisations de la société civile ont annoncé la tenue d'une manifestation samedi 26 juin à Loroum, au nord du pays, pour dénoncer le délaissement de leur province par les autorités dans cette situation d'insécurité. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé le 21 juin la création d'un premier centre de transfert de technologie à ARN messager en Afrique du Sud. Une première étape pour l'autoproduction de vaccins anti-Covid-19 sur le continent africain, mais le chemin à parcourir est encore long. Les explications de Gladys Mwamba. L'Afrique du Sud accueillera le premier centre de transfert de technologie sur les vaccins ARN messager contre la Covid-19. Une initiative portée par l'Organisation mondiale de la santé pour augmenter les capacités de production et faciliter l'accès équitable aux vaccins. Grâce à cette initiative, nous allons changer le récit d'une Afrique qui est un centre de maladies et de faible développement. Dans un contexte de pénurie critique de vaccins, la création de centres de transfert de technologie s'avère être nécessaire pour que les pays à revenus faibles et intermédiaires puissent y avoir accès. Il pourrait permettre aux entreprises africaines de commencer à fabriquer elles-mêmes des vaccins ARN messagers en se basant sur la méthode avancée utilisée dans les plans des laboratoires Pfizer et Moderna. Il a été démontré maintenant que nous ne pouvons tout simplement pas continuer à compter sur des vaccins fabriqués en dehors de l'Afrique, car ils ne viennent jamais, ils n'arrivent jamais à temps et les gens continuent de mourir. Toutefois, il faudra du temps pour concrétiser ce projet. La dérogation aux règles de propriété intellectuelle concernant les vaccins n'est pas encore levée par l'Organisation mondiale du commerce, malgré l'insistance de l'Afrique du Sud et de l'Inde à ce sujet. Alors que l'Afrique a dépassé les 5 millions de cas de contamination à la mi-juin 2021 et que le continent africain fait face à une troisième vague en pleine accélération. Le lancement de la monnaie unique ouest-africaine se fera en 2027. Une deadline révélée lors de la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le lancement de l'ECO devait initialement avoir lieu en 2020, mais le projet a été reporté en raison de nombreux obstacles rencontrés, dont la pandémie de Covid-19. Marine Tolo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce l'effectivité de la monnaie ECO pour 2027. Cette annonce faite lors de la tenue de la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution intervient suite à la décision des chefs d'État membres de l'institution d'adopter un nouveau pacte de convergence de stabilité macroéconomique. La nouvelle monnaie de l'espace CFA actuel entrerait en application en 2027. Cette date est assez lointaine, mine de rien. Ça fait 6 ans entre maintenant et là. Et entre-temps, il faut quand même savoir que la ZLECAf est en train de se développer et qu'il y a une émergence d'une monnaie plutôt panafricaine. Et donc, plein de choses peuvent arriver entre deux, mais je crois que la chose la plus importante, c'est qu'on essaie de faire une pression importante sur le CFA. En raison du choc de la pandémie de Covid-19, les chefs d'État avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021. Selon des experts, l'un des grands défis à relever pour les États de la CEDEAO pour la concrétisation de ce projet réside dans la conciliation des intérêts économiques des pays membres. Toutefois, cette nouvelle feuille de route permettra à tous les pays membres de bénéficier de cette nouvelle monnaie une fois effective. Ce n'est pas la politique monétaire qui développe un pays. C'est pas parce que un pays va imprimer la monnaie qu'il va développer son pays. Mais il y a d'autres mécanismes comme ça qu'il faut respecter les critères de convergence et autres. Mais il n'en demeure pas moins qu'à côté de ces avantages que la nouvelle monnaie, l'ECO, est en train de vouloir apporter aux économies africaines. Il reste beaucoup de débats. Alors, la première chose pour laquelle on peut déjà se féliciter, c'est qu'on a essayé quand même de calmer un peu la société civile avec les activistes qui essayaient de se plaindre sur la question de la souveraineté monétaire. Donc, de ce point de vue, la question est résolue. Mais également, il y a quand même quelque chose qui est relevé dans cet accord, c'est qu'on va assister à la fin du compte d'opération sur les 50% des réserves des pays de l'UEMOA qui sont généralement reversés au niveau du compte du trésor public français.
Soulignant que ce pacte de convergence de stabilité macroéconomique amènera les pays respectifs de la CEDEAO à valider l'ensemble des critères de convergence entre 2022 et 2026. Par ailleurs, les autorités de l'institution précisent que si les clauses de la feuille de route sont bel et bien respectées par ces pays membres, la monnaie éco sera effective dès le 1er janvier 2027. Les flux d'investissement vers l'Afrique ont significativement été affectés par la pandémie de Covid-19. Une baisse de 16% des investissements directs étrangers a été enregistrée en 2020. Les économies africaines dépendantes de produits de base ont été plus sévèrement touchées que les autres. Les précisions de Corinne Eyon. En Afrique, la pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur les investissements directs étrangers, les flux vers le continent ayant diminué de 16% en 2020, soit 40 milliards de dollars contre 47 milliards de dollars en 2019, selon le World Investment Report 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 2021 sera une année de résistance dans le premier semestre, comme on l'a dit, et dans le deuxième semestre, ça sera une reprise progressive à la croissance économique pour que déjà 2022 soit une prévision aux alentours de 5 à 6% des économies africaines de manière générale. Le rapport indique que les pays dépendants des matières premières ont été plus durement touchés que les économies non axées sur les ressources. Par ailleurs, à côté des défis sanitaires, d'autres détails indiquent que les fusions et acquisitions transfrontalières ont chuté de 45% à 3,2 milliards de dollars. Les annonces de financement de projets internationaux particulièrement pertinentes pour les grands projets d'infrastructure ont chuté de 74% à 32 milliards de dollars. Toutefois, les facteurs d'une reprise sont clairement identifiés. Malgré les prévisions d'une faible reprise de l'investissement en 2021, certains facteurs positifs permettent d'envisager une reprise de l'IDE d'ici 2022 et un retour au niveau pré-pandémie. Tout d'abord, la hausse attendue de la demande de produits de base. Deuxièmement, la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Troisièmement, la mise en œuvre de projets clés annoncés en 2021 ou auparavant. Enfin, la finalisation imminente du protocole d'investissement durable de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement prévoit une augmentation des investissements directs étrangers en Afrique en 2021. Cependant, une reprise économique timide et un programme de déploiement des vaccins langues menacent l'ampleur de la reprise des investissements. Les investissements directs étrangers vers le continent ne devraient augmenter que de 5% en 2021, ce qui est inférieur au taux de croissance projeté à la fois dans le monde et dans les pays en développement. L'actualité sportive à présent. Qui seront les finalistes de la Ligue des champions de la CAF? Deux équipes ont pris une petite option sur la finale à l'issue des demi-finales aller, les Égyptiens d'Al Ahly et les Sud-Africains de Kaizer Chiefs qui ont gagné leurs matchs respectifs à l'extérieur. Explication de José Douglas. La finale de la Ligue des Champions peut nous réserver une belle surprise. Lors des demi-finales des matchs allés, Al Ahly a réalisé un vrai hold-up en Tunisie en allant battre le Tunis 1-0, but de Shérif à la 67e minute. Les Égyptiens sont-ils partis pour un nouveau sacre? C'était un choc de rêve, hein. C'était une affiche extraordinaire, faut pas se voiler la face. Ça reste quand même deux des plus grandes équipes sur le continent africain. Al Ahly, on connaît son palmarès. L'Espérance de Tunis, même dans les années récentes, ça reste quand même un club qui compte et qui a gagné des trophées. Donc c'était un match très attendu. Et le Culture Club hérité de ses nombreuses victoires en Ligue des Champions. À partir du moment où tu as cette Culture Club, ça te permet de mieux aborder notamment ces matchs à forte pression. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'avant-match a été très compliqué. Le match a été retardé d'1 heure. Donc on voit que déjà dans la manière d'appréhender ça, on voit qu'il y a l'expérience qui ressort. Et à l'extérieur, tu es capable de t'imposer. C'est pas facile d'aller s'imposer du côté de Rades. Donc c'est pour cette raison-là que Al Ahly est toujours performant, pour cette capacité à être performant justement dans ces gros matchs et justement avec ce capital expérience qui est très important dans la mesure où ils n'arrivent pas, entre guillemets, timides. L'autre demi-finale a vu la victoire de Kaizer Chiefs aussi à l'extérieur, 1-0 face au Wydad de Casablanca. Un but signé Njokovic à la 34e minute. C'est aussi une grosse surprise.
Encore une fois, tu parlais d'espérance, j'ai eu l'impression que le Wydad a un petit peu perdu les pédales et a joué la tête à l'envers, alors que pourtant l'effectif est largement qualifié pour réussir ce genre de performance. Donc oui, une véritable déception. Pour moi aussi, ça me paraît très compliqué de voir Wydad Casablanca aller marquer et aller s'imposer là-bas surtout. Les Sud-Africains de Kaizer Chiefs mettent un pied en finale de la Ligue des Champions Total Énergie de la CAF après cette rencontre qui s'est déroulée au complexe Mohamed V de Casablanca au Maroc. Malgré une nette domination, durant toute la rencontre, les poulains de Fawzi Benzarti n'ont rien pu faire face à des Sud-Africains très bien organisés, surtout en défense où ils ont bien gardé leur avantage durant plus d'une heure. Le Wydad, double champion, et Kaizer Chiefs, demi-finaliste pour la première fois, rêve d'une place en finale. Match retour en Afrique du Sud décisif pour les deux formations qui joueront leur va-tout pour une place en finale. Quant aux Égyptiens d'Al-Ahly, tenants du titre, et 9 fois champions, et l'Espérance de Tunis, quadruple champion, le suspense reste entier. Donc 16h au stadium de Johannesburg, Kaizer Chiefs contre Wydad, et à 19h au stade Al-Salam au Caire, Al-Ahly contre l'Espérance. Finale le 17 juillet 2021 au complexe Mohamed V, stadium de Casablanca, au Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.